Donc, bonjour à tous. On va laisser une minute pour laisser le temps aux gens de rentrer dans la salle. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être des nôtres en si grand nombre. Cela nous fait toujours très plaisir de voir que nos événements vous intéressent autant. La web diffusion d'aujourd'hui s'intitule Recherche, études cliniques et myélome, comment s'y retrouver? Dans cette web diffusion, Dr Jean Roy, hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, discutera des études cliniques dans le myélome, avantages, inconvénients et l'implication pour les patients qui désirent y participer. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Jennifer Héroux-Bourdua. Je suis responsable des services à la communauté pour l'Est du Québec à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et de réponses à la fin. Puisque vous êtes très nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que notre conférencier ne peut répondre qu'à des questions en lien avec la recherche et le myélome. Pour de l'information sur la gestion du myélome, nous vous invitons à vous joindre à nous le 23 mars prochain à 19h pour une présentation sur la prise en charge du myélome, diagnostic, traitement, effets secondaires, etc. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté communiquera directement avec vous après la conférence. Prochaine diapo. Nos responsables des services à la communauté sont là pour vous. Nous écoutons attentivement vos besoins, difficultés et préoccupations. Nous pouvons vous orienter vers des informations sur les cancers du sang et ou les traitements. Nous pouvons aussi vous aider à prendre en charge vos soins et vous référer vers les ressources et les services disponibles à la Société leucémie lymphome du Canada ainsi que dans votre communauté. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns de nos services et qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapo. Tout d'abord, il y a notre site Internet cancerdusang.ca qui a été conçu en pensant à vous pour assurer une navigation facile et personnalisée, quelle que soit votre situation actuelle. Prochaine diapo. Toujours sur notre site Internet, cancerdusang.ca, vous trouverez des fiches d'information et des livrets gratuits et validés par des experts sur les cancers du sang, sur les traitements et sur les aspects psychosociaux et pratiques. Vous y trouverez également tous les enregistrements de nos web-diffusions passées ainsi qu'une série de vidéos animées qui mettent en lumière des informations sur les différents cancers du sang. Sur les traitements, sur les aspects psychosociaux comme la peur de la récidive et sur comment s'adapter à sa nouvelle normalité. Et finalement, notre chaîne de balado, Parlons des cancers du sang, où nous parlerons à des experts de sujets d'intérêt tels que les traitements, les diagnostics et la recherche. Vous pouvez également entendre des témoignages de personnes touchées par un cancer du sang. Prochaine diapo. Une autre ressource qui peut également vous aider à naviguer l'expérience du cancer est l'application Santé SLLC. C'est une ressource gratuite qui est disponible en français et en anglais. L'application vous aide à suivre les effets secondaires, les médicaments, l'alimentation et le journal d'hydratation. Cette application permet également d'offrir des rappels de médication et comporte un planificateur de repas nutritifs ainsi que de nombreuses recettes pour vous aider à bien vous alimenter. L'aidant peut également avoir accès à l'application. Elle peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Apple ou Android. Prochaine diapo. Vous aimeriez échanger avec quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que vous, c'est possible avec notre programme de soutien par les pairs Premier Contact et aussi par nos groupes de soutien virtuels. Communiquez avec nous pour de l'information supplémentaire ou savoir comment y participer. Prochaine diapo.
Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier, Dr. Jean Roy. Dr. Roy est hématologue spécialisé en transplantation de cellules souches hématopoïétiques et est titulaire de la chaire Maryse et William Brock de recherche appliquée en transplantation de cellules souches à l'Université de Montréal depuis 2016. Chercheur clinicien très impliqué dans son domaine, le Dr. Roy a publié plus de 60 articles et présenté 200 résumés dans des congrès provinciaux, nationaux et internationaux. Il agit régulièrement comme conseiller et réviseur scientifique et enseigne comme professeur titulaire au département de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dr. Roy, merci d'être des nôtres ce soir. La parole est à vous. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité à venir vous parler de recherche et de recherche clinique tout particulièrement, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, peut faire une réelle différence dans la vie de nos patients. Alors, en résumé, les objectifs sont les suivants. D'abord, redonner un petit rappel là, sur la présentation clinique, la biologie et les traitements actuels du myélome multiple, puisque la recherche est un complément au traitement habituel que l'on donne. Parcourir les différents types d'études. Ce que j'aimerais à la fin de la présentation, c'est que les participants puissent, lors de discussions avec un médecin ou avec un professionnel de recherche, bien comprendre le langage de la recherche et avoir des attentes claires lorsqu'on présente une étude de phase 1, 2 ou 3. Et finalement, quelques réflexions sur ce que la participation à une étude implique. Il y a des avantages, il y a également des inconvénients, il y a des avantages, mais aussi des devoirs qui font en sorte que le processus, à mon avis, n'est pas fait pour tout le monde. Il est important de bien savoir dans quoi on s'implique. Alors, le myélome multiple, comme vous le savez, est le cancer du sang le deuxième plus fréquent après les lymphomes, avec une incidence d'environ 8 cas par 100 000, qui donne environ 3 800 nouveaux cas au Canada, environ le 5e au Québec, avec un âge médian qui est de l'ordre de 65 à 70 ans. Il y a également environ 15 des patients qui auront moins que 50 ans. Ça, c'est un petit sujet qui m'intéresse particulièrement puisque ce sont des jeunes patients chez qui la maladie arrive à une phase critique de leur vie, à la fois familiale, professionnelle, et qui pourraient également le plus bénéficier de protocoles de recherche en thérapie cellulaire. La maladie est hétérogène, on y reviendra. On dit qu'en général, la survie à 5 ans, selon les sites gouvernementaux, est de l'ordre de 55 à 5 ans. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Je vous explique dans les prochaines minutes pourquoi. Et malheureusement, c'est une maladie qui, en dehors de l'allogreffe, est considérée comme étant incurable avec des périodes de rémission et de rechute qui feront en sorte que les périodes de rémission seront de plus en plus courtes avec ultimement un changement de la biologie de la maladie qui fera en sorte qu'elle deviendra résistante au traitement. Alors, c'est une prolifération maligne des plasmocytes. Les plasmocytes, c'est des cellules que nous avons tous dans notre moelle osseuse et qui fabriquent des anticorps. Leur job, c'est de nous protéger contre différentes infections, particulièrement les infections bactériennes. Mais dans le cas du myélome, cette prolifération-là, elle est autonome. Donc, elle est cancéreuse parce qu'un plasmocyte, en fait, de façon normale, c'est une cellule terminale. C'est une cellule qui ne se divise pas. C'est une cellule qui sécrète des protéines qui sont des immunoglobulines. Et dans le cas du myélome, cette protéine sera appelée une paraprotéine. C'est une paraprotéine qui est présente dans le sang chez plus de 95 des patients, mais qui n'a aucune utilité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas produite suite à une stimulation par une infection ou une tumeur ou un antigène, mais bien de façon autonome. Les manifestations cliniques seront reliées soit à l'envahissement de la moelle osseuse, soit aux dommages qui seront faits au niveau des os, incluant l'hypercalcémie, qui résulte de sécrétion de différents produits par les cellules de myélome, ou encore par le dépôt de ces protéines qui peuvent s'accumuler, causer de l'insuffisance rénale, de l'amyloïdose, et aussi une susceptibilité augmentée aux infections, puisqu'il y aura une majorité de ces protéines inutiles dans le sang et une minorité d'anticorps qui sont utiles.
La présentation clinique se fait de différentes façons. En clinique, en tant que praticien, ce qui amène le tableau clinique qui amène le plus de patients, c'est vraiment le syndrome douloureux, présent chez à peu près 80% des patients. Donc, c'est l'apparition sur une période de temps plus ou moins longue de douleur, principalement au niveau du squelette axial, qui peut s'accompagner de fractures qui peuvent arriver soit spontanément ou lors d'un traumatisme tout à fait banal ou mineur. Et les causes de ce syndrome douloureux incluent soit des fractures osseuses, des écrasements vertébraux qui vont être causés par de l'ostéoporose ou bien un envahissement de l'os par une collection de plasmocytes qu'on appelle un plasmocytome. La deuxième présentation, c'est celle de l'anémie, parce que, évidemment, lorsqu'il y a une prolifération autonome de plasmocytes au niveau de la moelle, celle-ci est remplacée, donc les cellules saines sont remplacées par les cellules de myélome. Il y a donc une diminution de la production des cellules normales. Et la première lignée cellulaire à être touchée par le myélome, c'est la lignée rouge. Donc, il va y avoir apparition d'une anémie. Et qui dit anémie dit diminution du transport de l'oxygène avec des symptômes reliés, c'est-à-dire de l'essoufflement, des palpitations, une fatigue très importante. Donc, les patients peuvent également consulter pour cette raison-là. Finalement, on peut également trouver le myélome lors d'un bilan de santé de façon tout à fait inattendue. Encore plus rarement, on peut avoir également des patients qui seront investigués suite à des infections majeures ou inattendues. Alors, comment se fait le diagnostic? Eh bien, en clinique, il faut évidemment faire l'histoire familiale, porter attention aux maladies antérieures, parce que le myélome arrive dans un corps qui, lorsqu'il est en santé, sera beaucoup plus facile à traiter que si le myélome survient chez quelqu'un dont la santé est déjà hypothéquée. À l'examen physique, on recherche plus particulièrement des gonflements au niveau des os, ce qu'on appelle des plasmocytomes, donc des collections solides de plasmocytes, principalement au niveau du squelette axial, c'est-à-dire au niveau des clavicules, des côtes, etc. Et on regarde également si le foie et la rate sont normaux, puisque ces deux organes peuvent être envahis lors de l'évolution de la maladie ou encore lors de la transformation en forme plus agressive qu'on appelle la leucémie plasmocitaire. Il y a évidemment beaucoup d'examens de laboratoire qui sont faits, une formule sanguine pour détecter s'il y a présence d'anémie, si on retrouve des cellules de myélome en circulation, qui est un facteur de moins bon pronostic. On regarde sur le plan biochimique s'il y a présence d'une fonction rénale normale, d'hypercalcémie. On regarde l'albumine et la bêta-2-microglobuline. J'y reviendrai un petit peu plus tard, puisqu'ils nous servent de façon très précieuse à faire le stade de la maladie. On regarde s'il y a une expression de protéines dans les urines. Et finalement, on doit toujours faire un examen au niveau de la moelle osseuse pour détecter la présence de plasmocytes et aussi faire des études de chromosomes, puisque on sait maintenant que certains marqueurs chromosomiques peuvent être associés à un moins bon pronostic. La santé osseuse est évidemment très importante. Ça, c'est une diapo qui a été tirée des recommandations du récemment formé groupe de maladies plasmocytaires du Québec, où on recommande de faire un examen plus approfondi des os, soit avec une tomodensitométrie pancorporelle ou bien encore avec une résonance magnétique. Ceci n'empêche pas évidemment les radiographies simples, puisqu'elles sont faciles à faire et peuvent nous aider à travers le temps à déterminer s'il y a de nouvelles fractures au niveau des os. Alors, la bonne nouvelle, c'est que lorsque j'ai commencé mon cours de médecine, puis je ne vous dirai pas quand, parce que vous allez penser que je suis vieux, malheureusement, la survie d'un myélome multiple, c'était de moins de 2 ans. Et les patients décédaient dans des souffrances qui étaient atroces en raison de multiples fractures osseuses. Et quel que soit le traitement que nous donnions, il y avait malheureusement un décès qui était rapide. Heureusement, les choses se sont assez rapidement améliorées à partir de 2000, où on a vu arriver de nouveaux agents. Et cette diapo illustre très bien que la survie à 5 ans est en constante amélioration, évidemment grâce à la recherche
et aussi à l'accès à ces nouveaux médicaments. Alors, on s'est rendu compte très rapidement que le myélome, c'est une maladie qui est très hétérogène. C'est-à-dire que deux personnes dans la salle d'attente peuvent se dire « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? » Ben, je suis là parce que j'ai un myélome. Oui, mais ah, tiens, moi aussi. Alors, il se peut que lors de la conversation, les gens trouvent que les traitements sont différents, que l'approche est différente. Et la raison pour ça, c'est qu'on essaie déjà depuis plusieurs années à faire de la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'on essaie d'ajuster les traitements selon la biologie de la maladie. Et donc, la première chose à faire, c'est d'essayer de faire une classification, de faire un stade pour justement laisser tranquille les gens qui pourraient avoir des maladies qui sont à bas bruit, ce qu'on appelle des maladies indolentes, et à être plus agressifs ou proposer des protocoles de recherche à des maladies chez qui, malheureusement, la biologie est plus agressive, ce qui met évidemment la vie du patient en danger. Alors, il y a différents facteurs biologiques qui ont été utilisés au cours des dernières années. Je les ai mentionnés ici. Les plus importants sont les plasmocytes dans le sang. Lorsqu'il y a des plasmocytes dans le sang, si on obtient un certain seuil, ça devient ce qu'on appelle une leucémie plasmocytaire et malheureusement, c'est la forme la plus agressive du myélome. L'autre chose qui est très importante, c'est l'albumine et la bêta-2-microglobuline, qui sont l'albumine, une protéine qu'on retrouve dans le sang, et la bêta-2-microglobuline, une protéine qu'on retrouve à la surface des cellules tumorales et qui va s'évader dans le sang périphérique et qui va nous donner une idée de la masse tumorale. Donc, plus la bêta-2-microglobuline est élevée, moins le pronostic est bon. Plus l'albumine est basse, moins le pronostic est bon. À cela, on ajoute également la cytogénétique. On a découvert au cours des 15 dernières années que la présence d'anomalies cytogénétiques dans les cellules de myélome, que ce soit la translocation 414, 1420, 1416 ou 17P-, ou des anomalies du chromosome 1, rendaient le pronostic moins bon. Et donc, pour un même stade, la présence de l'un ou l'autre de ces anomalies-là faisait en sorte que la survie sans progression était plus faible, avec aussi une survie globale qui était plus faible. Donc, il y a évidemment des facteurs qui dépendent du patient et non pas de la maladie, c'est-à-dire l'âge, des maladies déjà présentes et aussi de la fragilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter quelqu'un avec un myélome qui a 45 ans de la même façon qu'une personne qui a 90 ans, ce qui illustre bien pourquoi on tente d'ajuster les traitements selon l'âge, les maladies concomitantes, mais aussi la biologie. Donc, ce trio-là est très important. Alors, on a assez rapidement essayé de combiner différentes variables pour arriver à des stades. Et dans un premier temps, on a fait la classification qu'on appelle ISS, International Staging System, qui avait 3 stades. Un stade 1 qui est le moins grave, avec une survie sans progression d'à peu près 50% à 5 ans, une survie globale à 77%, et un stade plus avancé, défini comme étant une bêta-2-microglobuline plus élevée, avec une survie sans progression, c'est-à-dire le moment après le diagnostic où la maladie se réveille à nouveau, qui est de 30% et une survie globale de 47%. Ces chiffres-là doivent être pris avec un grain de sel parce que l'étude a été publiée en 2014, on est déjà 9 ans plus tard, et il y a des nouveaux traitements qui sont arrivés et il y a eu un raffinement aussi de cette classification-là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 30% des gens qui avaient été assignés à un stade qui ne se comportaient pas comme le stade qui leur était assigné. On a donc créé un nouveau stade qui s'appelle le RISS, qui veut dire le révisé International Staging System, où là, comme vous pouvez constater, on a diminué, on a séparé davantage les cas en stade 1 ou en stade 3, et là, avec de nouvelles valeurs comme la cytogénétique et une enzyme qu'on retrouve dans le sang qui s'appelle la LDH, qui est un marqueur de prolifération des cellules, donc d'agressivité. Alors, gardant en tête le processus de recherche, si on regarde ici, selon la classification révisée, celle qu'on utilise maintenant, à prendre avec encore un grain de sel parce que les classifications arrivent
plus lentement que les nouveaux traitements. Alors, on peut voir ici qu'à 5 ans, bien, les gens qui ont une survie globale, on va y aller en survie globale, donc à 5 ans, les gens qui ont un stade 1 RISS ont une survie globale à 5 ans qui est de l'ordre de 90-95 %. À l'inverse, malheureusement, les gens qui ont RISS 3 auront une survie 2 fois moindre, c'est-à-dire aux alentours de 40 %. Et c'est un sous-groupe de patients chez qui la recherche peut devenir une alternative intéressante pour essayer d'augmenter la courbe vers le haut. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le myélome multiple, c'est la maladie pour laquelle il y a eu le plus d'avancements thérapeutiques au cours des 20 dernières années. Alors, j'ai connu le avant l'an 2000 et le après l'an 2000. Et avant l'an 2000, ce qui s'est produit, en fait, en l'an 2000, c'est vraiment décembre 1999 plus précisément, ce qui s'est produit, c'est la publication que la thalidomide pouvait avoir un effet anti-myélome, ce qui a conduit au développement de dérivés de la thalidomide qu'on appelle des imides, c'est-à-dire le lénalidomide, le pomalidomide, il y en a d'autres en développement. Et en même temps, on a eu accès au bortezomib qui a lui aussi donné naissance à des molécules plus puissantes, comme par exemple le carfilzomib. Alors, les molécules qui ont vraiment changé le devenir des patients sont le lénalidomide, qui est apparu aux alentours de 2010, et le daratumumab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD38. La combinaison des deux est vraiment une combinaison puissante pour les patients qui auront une première rechute. Alors, un rappel du traitement, comment nous on fait en clinique pour traiter les patients, encore une fois, emprunté au groupe québécois des maladies plasmocitaires dont je fais partie. Si le patient est jeune, sans maladie importante, jusqu'à un âge de 70 ans, pardon, on va parler d'autogreffe. Donc, on va suggérer d'aller vers l'autogreffe. Il faut faire d'abord une cytoréduction avec 4 cycles de 3 médicaments qui sont le Velcade, le Revlimid et la dexaméthasone. On va collecter les cellules souches. On va en congeler une partie pour utilisation immédiate. Une autre partie restera congelée pour une rechute éventuellement si la personne reste en rémission au moins 2 à 3 ans après la première autogreffe. On redonne ces cellules-là et le but est, malgré toutes les études qui ont été faites pour essayer d'arrêter l'utilisation de l'autogreffe, elle est encore utile. Elle permet d'avoir une diminution importante de la maladie. Et quand on utilise des moyens très précis de laboratoire qui ne sont pas nécessairement tous disponibles en clinique, on s'aperçoit qu'on diminue à un taux très, très faible la maladie. Par la suite, encore une fois, dans un souci de personnalisation, si la personne possède des critères de mauvais risque, on peut envisager une deuxième autogreffe 3 à 6 mois après la première pour justement diminuer la maladie le plus possible. Si les gens ont l'anomalie 17P, d'envisager un entretien avec du bortezomib, le Velcade aux 2 semaines. Et si les gens ont un risque génétique standard, d'y aller avec un entretien avec le lénalidomide. Ça, c'est ce qui est actuellement utilisé au Québec pour nos patients. L'allogreffe, dans un contexte de recherche et de discussion importante chez les jeunes patients seulement. Alors, les critères d'éligibilité, je n'ai pas envie de passer à travers ça, c'est trop long. Le message, c'est qu'il faut être en forme. Ce n'est pas l'âge nécessairement qui compte, mais il faut avoir un cœur en santé, il faut avoir des poumons qui sont en santé, il ne faut pas avoir d'infection active et il faut avoir une fonction rénale qui soit adéquate. Si on rencontre l'un ou l'autre de ces problèmes-là, bien évidemment, l'autogreffe devient plus risquée. On a une échelle qui s'appelle l'indice de comorbidité qu'on utilise avant la greffe pour essayer de déterminer la probabilité de complications. Parce qu'évidemment, si l'indice de comorbidité qui repose sur des maladies préalables est trop élevé, bien, les risques de mortalité, qui sont généralement de moins de 1%, vont clairement augmenter, ce qui n'est pas souhaitable. Et à ce moment-là, on va proposer d'autres alternatives. Lorsque la rechute survient,
le premier choix actuellement, c'est la combinaison de daratumumab, l'anticorps anti-CD38, avec du Revlimid si le patient n'a pas rechuté sur Revlimid, et de la dexaméthasone. Sinon, on va remplacer le lénaludomide par le bortezomib ou Velcade. Si la personne est réfractaire aux deux molécules qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire le lénaludomide et le bortezomib, à ce moment-là, on ira vers la combinaison de carfilzomib, cyclophosphamide et dexaméthasone. Et clairement, plus les molécules auront été utilisées, plus on arrivera rapidement à un cul-de-sac, c'est-à-dire que si la personne devient résistante à la fois au daratumumab, carfilzomib, Velcade, lénaludomide, bien à ce moment-là, on n'aura d'autre choix que d'essayer vers soit des programmes de compassion pour essayer d'obtenir des molécules qui ne sont pas encore commercialisées ou encore de participer à un essai clinique pour y avoir accès plus rapidement. Alors, du point de vue du médecin, pourquoi faire de la recherche? Alors, pourquoi moi, je fais de la recherche? Là, parce que, comme vous le savez, on est tous très occupés. Alors, la raison qui nous motive principalement, c'est la suivante, c'est-à-dire c'est d'offrir des traitements prometteurs aux patients avant qu'ils ne soient approuvés et disponibles au Québec. Alors, par exemple, les études sur le lénaludomide ont eu lieu autour des années 2002-2003. Avant qu'ils ne deviennent disponibles, ça a pris 4 ou 5 ans. Bien, durant cette période-là, si on a accès à un protocole de recherche qui utilise une nouvelle molécule prometteuse, particulièrement une étude de phase 2 ou une étude de phase 3, ça peut avoir un impact positif chez les patients. Ensuite, un milieu qui fait de la recherche clinique, c'est un milieu qui s'enrichit. Ce n'est pas palpable, ce n'est pas mesurable, mais ça fait quoi? Ça crée de l'expertise, à la fois chez les médecins qui réussissent à utiliser la molécule avant tout le monde. Donc, on apprend à la manier avant tout le monde. C'est comme quelqu'un qui aurait une nouvelle voiture, ben, il faut apprendre à l'utiliser correctement pour pouvoir en retirer les bénéfices les plus importants. Donc, le fait de pouvoir, entre guillemets, jouer avec la molécule avant tout le monde, ça nous permet d'avoir une longueur d'avance lorsque la molécule est approuvée pour qu'on puisse l'utiliser. Ça augmente aussi, et ça c'est non mesurable, c'est comme la culture, ça augmente la connaissance dans le milieu, que ce soit des infirmières, que ce soit du personnel de recherche, que ce soit des gens qui travaillent dans le laboratoire, tous ces gens-là sont regroupés sous le nom de formation de personnel qualifié. Ça fait du monde allumé qui va être à l'affût des complications, donc qui va créer une équipe clinique qui va être beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus à l'affût avec une expertise de pointe. Et finalement, ça c'est un petit message pour M. Legault, là, bien, quand on fait de la recherche clinique, il faut qu'on maintienne une équipe qui soit capable de nous aider. Il n'y a pas un seul médecin qui peut faire de la recherche clinique tout seul, c'est beaucoup trop lourd. Bien, à ce moment-là, il faut payer des gens qualifiés et ça, évidemment, c'est des emplois de très bonne qualité. S'il y a des gens dans la salle qui sont intéressés, vous me le direz parce qu'on est en pénurie de recrutement. Alors, la recherche a évidemment permis de créer de nouvelles molécules. C'est très bien, mais encore faut-il savoir comment les utiliser. Et là, on arrive à un point où on a tellement de nouvelles molécules qu'il faut essayer de les utiliser de façon rigoureuse, organisée, pour essayer d'en tirer les meilleurs bénéfices possibles. Et c'est exactement ce que la recherche clinique essaie de faire. Et le but, c'est de faire en sorte que ces courbes-là deviennent les plus hautes possibles et les plus plates possibles. C'est-à-dire que la survie à 5 ans, à 10 ans, soit encore meilleure que ce qu'on a actuellement. Alors, la recherche, comment ça se fait? Mais d'abord, il y a la recherche fondamentale qui va se faire en laboratoire, qui va se faire avec des PhD, donc des gens qui sont des scientifiques, qui pour la plupart ne voient pas de patients, qui n'ont pas de contact direct avec les patients. C'est sûr que certains médecins sont plutôt rares qui ont fait un PhD, qui vont aussi faire de la recherche fondamentale, mais cette recherche fondamentale-là, elle se fait d'abord et avant tout sur des lignées cellulaires, et c'est la raison pour laquelle il est important de créer des banques de cellules, parce que ça nous permet de travailler sur du vrai matériel, sur
cellules qui proviennent de patients qui ont été bien caractérisés. Le but, en fait, c'est de déterminer ce travail-là en laboratoire sur des lignées de cellules. Ça permet de vérifier quelles molécules auront une toxicité sur les cellules de myélome et de comprendre les mécanismes d'action, pourquoi les cellules meurent en laboratoire. Une fois qu'on a identifié des cibles, une fois qu'on a identifié des molécules qui ont un effet anti-myélome, ben on va l'essayer dans des modèles animaux, c'est-à-dire c'est des cellules qui n'ont pas de système immunitaire, chez qui on va avoir injecté des cellules de myélome et chez lesquelles les cellules vont proliférer. Donc, on va créer un myélome chez la souris et on va traiter avec des doses de croissance de chimiothérapie pour avoir une certaine idée de ce qu'on devrait faire chez l'humain. Alors, une fois qu'on a identifié une cible, une fois qu'on a identifié des molécules qui semblent avoir une activité qui soit intéressante, qui soit efficace, à ce moment-là, on va aller chez l'humain. Alors, on va aller chez l'humain et c'est là qu'on va faire des études qu'on appelle de phase 1, 2, 3 et 4. Et chacune de ces études-là peuvent être proposées par les équipes de recherche clinique lorsque les patients viennent à l'hôpital. Alors, on peut distinguer deux types d'études, en plus des phases 1, 2, 3, des études qui sont conduites par les compagnies pharmaceutiques qui ont évidemment beaucoup plus de moyens que nous en milieu académique, ou encore des études originales qui sont faites par des investigateurs en milieu universitaire dont le financement peut être obtenu soit par de la philanthropie, soit par des organismes gouvernementaux comme la Société Leucémie Lymphome du Canada, donc ce qu'on appelle des organismes publics, ou encore en collaboration avec des compagnies pharmaceutiques chez qui on pourra soumettre un protocole en leur disant, bien voici, moi je pense qu'on devra faire telle étude, êtes-vous capable soit de fournir la molécule que vous commercialisez ou encore de nous donner du financement pour mener cette étude-là. Donc, il y a une collaboration quand même entre les deux. Ce ne sont pas des vases qui sont clos. Alors, qu'est-ce qu'on fait en recherche clinique? Bien, on aimerait tout de suite passer à l'objectif primaire qui est d'avoir une meilleure survie pour nos patients parce que c'est le but ultime, c'est le but de l'étude. La meilleure étude, ce sera l'étude qui va arriver à comme conclusion que la survie globale est améliorée. Mais on doit également regarder beaucoup d'autres facteurs. On doit regarder quelle est la toxicité du médicament ou de la combinaison de médicaments qu'on va utiliser. Donc, il faut enregistrer de façon scrupuleuse, méticuleuse et de façon prospective, c'est-à-dire au jour le jour s'il y a de la toxicité, des effets secondaires, en plus du taux de réponse, le temps que ça prend pour avoir une réponse, et aussi la survie sans progression, c'est-à-dire que si on est capable de trouver un ensemble de molécules qui vont faire en sorte que la maladie revient uniquement aux 5 ans plutôt qu'après 2 ans ou après 3 ans, bien déjà, on aura amélioré la survie globale du patient éventuellement, puis on aura également amélioré la qualité de vie des patients. Donc, souvent, quand les patients viennent nous voir et nous demandent ben, qu'est-ce que ça me donne, ben, ça donne des choses qui peuvent être moins intéressantes pour le patient, c'est-à-dire la toxicité, mais qui va servir pour les autres patients, puis aussi pour la construction de nouvelles études. On espère toujours que ça aura un impact sur la survie globale, mais ce n'est pas toujours le cas. Il reste que cette information-là demeure quand même importante, à la fois pour préserver la santé des patients, mais aussi pour les études subséquentes. Alors, ça, c'est un tableau qui est un petit peu compliqué, mais on va y aller lentement. C'est-à-dire qu'une phase 1, c'est l'étude la plus préliminaire chez les êtres humains et c'est une étude qui va se faire généralement sur un tout petit nombre de patients avec le modèle 3 par 3, c'est-à-dire qu'on va commencer avec une dose très petite de la molécule qu'on veut tester. Ça se fait chez des sujets sains pour voir d'abord et avant tout certains effets secondaires, puis dans un petit groupe de patients qui ont des maladies très avancées.
C'est-à-dire qu'il y a toujours un danger que malgré les données de laboratoire, malgré les données préliminaires chez l'animal, qu'il y ait des effets secondaires inattendus. Et donc, on ne veut pas prendre un patient qui est au tout début de sa maladie, mais l'offrir à des patients pour lesquels il reste peu d'options. Donc, cette étude-là de phase 1, le but, c'est d'évaluer la dose maximale, c'est-à-dire quelle est la dose maximale tolérée, quels sont les effets secondaires que l'on rencontre, quels sont les effets secondaires maximaux que les sujets pourront rencontrer. Alors, une fois qu'on a rencontré ces données-là, bien, on va y aller avec une étude de phase 2. Alors, si on propose à un patient de participer à une étude de phase 1, les bénéfices pour le patient peuvent être donc minimes parce qu'on ne sait pas encore si la nouvelle molécule, seule ou en combinaison, sera utile pour améliorer la survie, qu'elle soit sans rechute ou la survie globale. L'étude de phase 2, elle, se fait sur un plus grand nombre de patients et généralement, le but, c'est de collecter plus d'informations sur la toxicité une fois qu'on a arrêté la dose qu'on croyait efficace et ensuite avoir une idée de l'efficacité, c'est-à-dire que sur ces 30 ou 40 premiers patients, on va avoir une certaine idée de ce qui se passe. Et cette étude-là se fait généralement dans plusieurs centres, mais pas beaucoup parce que on veut minimiser un petit peu là, les coûts. Et une fois que les résultats sont connus, bien là, si les résultats sont absolument extraordinaires, on peut se demander si on doit aller en phase 3, mais généralement, la plupart des études vont aller en phase 3, qui est l'étude la plus avancée, qui va être une étude à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il y aura un groupe de personnes qui va participer à un schéma A de traitement, puis un groupe de personnes qui va participer à un schéma B de traitement. Alors, ça, c'est fait à l'aveugle, c'est-à-dire que généralement, les gens ne savent pas, le médecin ne sait pas de quel côté le patient se retrouve, pas toujours, mais la plupart du temps, et c'est fait au hasard, c'est-à-dire que c'est un peu comme un pile ou face électronique. Le patient ne peut pas choisir, le médecin ne peut pas choisir de quel côté le traitement sera administré. Finalement, je ne vous parle pas des phases 4, qui est de recueillir des effets secondaires à long terme qui n'auraient pas été détectés lors des études de phase 1, 2 et 3. Donc, ça va influencer évidemment la décision du patient. Si on lui propose une étude de phase 1, une étude de phase 2 ou une étude de phase 3, il faut que les attentes soient conformes au type d'étude en question. Faire de la recherche avec des humains, ça demande évidemment une conduite éthique irréprochable. Pour des raisons de temps, je vais passer rapidement là-dessus, mais sachez que nous obéissons aveuglément aux recommandations de Santé Canada qui demandent essentiellement que nous respections d'abord et avant tout le respect de la dignité humaine, le consentement libre et éclairé, bien prendre soin des personnes vulnérables, respecter la vie privée, bien au-delà des bénéfices scientifiques. C'est-à-dire qu'il faut primairement, d'abord et avant tout, se comporter éthiquement envers le sujet de recherche. Et si ceci reste, s'il y a des doutes ou s'il y a des bris dans la conduite éthique, il faut pallier à ça immédiatement, quitte à arrêter l'étude ou à tout arrêter. Alors, donc, pour le patient, ça c'est le côté du médecin dont je viens de parler. Du côté du patient, comment voir les choses? D'abord et avant tout, vouloir participer à une étude, ce n'est pas suffisant. Il y a des gens, des fois, qui disent « je veux absolument participer ». Après ça, on leur dit « non, ce n'est pas possible », les gens sont déçus. Alors, il y a des critères qui sont extrêmement stricts. Pourquoi? Parce qu'on essaie de répondre à une question scientifique très spécifique. On veut avoir une population qui soit homogène pour que les résultats soient fiables et aussi pour qu'on puisse éventuellement les étendre à d'autres populations de patients pour que les résultats soient les mêmes quand on utilise le médicament ou la combinaison de médicaments ici ou ailleurs. On veut également s'assurer que les participants sont en sécurité, donc il y a des critères d'exclusion qui vont généralement être présents, c'est-à-dire si la personne est en mauvaise santé, un diabète avancé ou des insuffisances pulmonaires, etc., bien, les patients ne seront pas recrutables. Puis finalement, ça coûte énormément cher. Un patient sur protocole coûte
facilement de 30 à 50 000 parfois plus. Inquiétez-vous pas, ça ne tombe pas dans les poches du Dr. Roy, ça tombe en fait dans les poches du personnel de recherche et il n'est pas rare que même avec des négociations de budget, que nous fassions des déficits. Pourquoi? Parce que les visites sont augmentées, les effets secondaires sont recueillis avec une plus grande fréquence, etc. Bref, on ne fait pas de la recherche clinique pour faire du profit, on fait de la recherche clinique pour répondre à la science et aider les patients. Alors, quand on fait une étude pharmaceutique, évidemment, il y a plusieurs étapes et c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer ici, à savoir que des fois, les gens disent, il y a un protocole de recherche qui va peut-être ouvrir d'ici 2 semaines. Ça prend du temps. Alors, entre le moment où on reçoit une proposition pour faire une étude et le moment où on ouvre l'étude, il peut s'écouler plusieurs mois. Et quand je dis plusieurs mois, ça peut être de 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un questionnaire de faisabilité, négocier un contrat, négocier un budget, obtenir l'approbation du comité d'éthique. Ça va généralement très rapidement. Il faut faire une visite d'initiation, il faut vérifier si chaque patient est éligible, il faut avoir un comité de sécurité qui va surveiller les effets secondaires et les problèmes qui pourraient survenir. Et la collecte des données s'étend évidemment sur plusieurs années. Donc, tout ça prend énormément de temps. Quand on décide de faire une étude initiée par un investigateur, c'est ce qu'on appelle un IIT, là, Investigator Initiated Study. À ce moment-là, on va avoir exactement les mêmes prérequis, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous-mêmes, on écrive le protocole, ce qui généralement mesure à peu près 150 pages. Il faut avoir un biostatisticien pour que les statistiques soient impeccables. Il faut obtenir du financement, il faut obtenir le OK de Santé Canada, le comité d'éthique. Il faut faire exactement. Et donc, ça demande une équipe de professionnels permanents, dont un coordonnateur de recherche, des adjoints de recherche et un professionnel de la réglementation, parce que nous sommes sujets à des inspections par Santé Canada qui ne pardonnent aucune faute et qui peut, du jour au lendemain, cesser toute recherche clinique s'il y a des manquements majeurs qui ont été observés. Alors, les avantages de la recherche faite par un investigateur, par exemple, Dr. Leblanc, mon collègue, ou moi-même, ou d'autres médecins à Maisonneuve, c'est que ça amène de la créativité. En tant que clinicien, on voit des patients, on voit les grandes questions qui sont posées, on regarde là où il y a des manquements et nos intérêts à nous ne sont pas toujours les mêmes pardon, que ceux des compagnies pharmaceutiques. Il y a des questions scientifiques qui peuvent être tentées d'être répondues par le milieu académique qui intéresse peu ou pas le domaine pharmaceutique. Comme je disais tantôt, ça favorise également une culture d'excellence, une rigueur en clinique. Et s'il y a un chercheur fondamental de notre université ou de l'Université McGill, pas loin, qui développe une molécule, le fait d'être ici à côté, d'avoir une capacité à transmettre ça en clinique, c'est utile parce qu'on a donc un pipeline qui va de la molécule jusqu'au patient. Et ça, je pense que c'est bénéfique pour notre société. Les défis sont nombreux, ça requiert énormément de temps, les moyens financiers sont limités, il faut passer beaucoup de temps pour chercher des sous. Et je dirais que la culture de la recherche clinique est malheureusement peu développée au Québec et ça, c'est une question gouvernementale, je ne m'étendrai pas là-dessus. Alors, ceci nous a poussé à créer des moyens de financement qui soient originaux. Donc, il y a eu, par exemple, la création de la chaire Myélome Canada de l'Université de Montréal à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui a été créée en 2012, dont le titulaire est mon collègue, le docteur Richard Leblanc. Et une chaire, c'est quoi? C'est un montant d'argent capitalisé à la Fondation de l'université, dont le capital est intouchable pour assurer la pérennité à long terme et dont les intérêts, qui sont à peu près de 5 sont générés pour favoriser des projets de recherche. Et là, on a pleine liberté pour faire des projets. Alors, sur 3 millions de dollars, ça donne à peu près 150 000 par année. Et ça, c'est très utile. Pourquoi? Parce que ça stabilise l'équipe de recherche si on manque d'argent parce qu'on est déficitaire. Ça permet de créer des projets qui sont des projets préliminaires qui nous permettront d'avoir des résultats préliminaires et là, d'aller
augmenter nos chances d'aller obtenir des subventions par d'autres organismes si on démontre que l'étude est déjà en bonne voie d'être débutée ou même en bonne voie d'être complétée. Et finalement, ça permet aussi de donner des bourses salariales pour la recherche. Alors, les buts d'une chaire, c'est d'améliorer les soins aux patients, de stimuler la recherche, de disséminer des connaissances. Et donc, il y a un volet clinique. Cette chaire-là permet d'améliorer les soins à travers le Québec lorsque certains médecins sont inconfortables avec certaines pratiques ou avec certains patients qui sont plus compliqués. Alors, il y a également un réseau de recherche myélome au Canada qui s'appelle le Myeloma Canada Research Network. Il y a des centres qui participent un peu partout à travers le Canada. Et il y a eu création d'une banque de données nationale qui contient des données caractérisées chez plus de 9000 patients grâce à chacun de ces centres-là qui envoie des données, évidemment, de façon anonyme et qui permet de faire des études rétrospectives chez des patients. Alors, au Canada, l'expertise est variée, et c'est tant mieux. Chaque centre académique a un petit peu sa pointe d'expertise. Il y a une très bonne collaboration entre les différents centres et en fait, il y a un beau complément là, entre chacun des centres. Rapidement, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on couvre tous les aspects de la recherche clinique, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche clinique pharmaceutique. On fait également de la recherche initiée par des investigateurs. On a une banque de données en myélome dont les données sont partagées avec les collègues au Canada et on a également une banque de cellules qui est en collecte. Rapidement, je ne pouvais pas passer sous silence qu'on s'intéresse beaucoup à la thérapie cellulaire. D'abord, la plus vieille des thérapies cellulaires, c'est évidemment l'allogreffe et on a travaillé au cours des dernières années à essayer d'améliorer la survie à long terme qui est à l'heure actuelle d'environ 41% à 15 ans, avec malheureusement un taux de mortalité dans les 5 premières années de l'ordre de 10% et un taux de rechute qui est de l'ordre de 50%. Il y a différentes études qui ont été faites pour essayer d'améliorer chacun de ces trois facteurs-là. On a réussi en partie. Ce sera le sujet d'une autre présentation. Alors, pour les patients qui veulent participer à un protocole, comment faire? Bien, en fait, la façon dont les choses se passent généralement, c'est que dans les centres académiques, il y a toujours des protocoles qui roulent, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des protocoles qui nous apparaissent les plus intéressants à la fois au point de vue scientifique, au point de vue des bénéfices sur les patients et qui seront faisables, c'est-à-dire que pour lesquels on pourra recruter quand même un minimum de patients parce que mettre en place un protocole, ça coûte des sous. C'est souvent à nos propres dépenses, c'est-à-dire qu'on doit investir de l'argent. Cet argent-là est éventuellement remboursé par le recrutement. Mais si on rouvre une étude et qu'on ne recrute pas, ça crée des déficits et ça crée aussi une mauvaise réputation, ce qui fait en sorte que lorsque les études nouvelles reviennent, bien, on n'est pas sollicité pour participer. Mes deux sites préférés, il y en a d'autres. Il y a celui de Myélome Canada, que vous connaissez sans doute, dont l'adresse Internet est présente ici. Donc, dans l'onglet Recherche, on explique un petit peu ce que je vous ai dit, puis on a dans la liste Trouver des essais cliniques qui sont ouverts au Canada. Maintenant, le site américain ne devrait pas être ignoré. Ça s'appelle clinicaltrials.gov. Et en fait, il est bien fait. Pourquoi? Parce qu'on peut, dès la page d'accueil que je vous ai montré là, rentrer la maladie, rentrer le stade de la maladie. Est-ce que c'est premier diagnostic? Est-ce que c'est en rechute, réfractaire, etc.? Là, le pays, ça peut être partout dans le monde. Puis même, on peut y aller avec la ville. Donc, quelqu'un pourrait dire, il n'y a pas de protocole qui m'intéresse à Montréal, mais il y en a un à Boston. À Boston, ce n'est pas si loin que ça. Puis souvent, dans les centres américains, les patients qui participent à des protocoles auront une participation monétaire qui va être beaucoup plus faible, c'est-à-dire que les médicaments seront fournis, il y aura le logement peut-être à négocier. Alors, en résumé, la survie des patients s'est beaucoup améliorée au cours des 20 dernières années. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même encourageant parce qu'il y a un déclin important de nouvelles molécules à la fois en clinique et à venir. Cette amélioration-là est la conséquence des efforts de recherche clinique. Si vous prenez des médicaments aujourd'hui, c'est parce que des gens avant vous les ont utilisés sur protocole de recherche
et qui ont contribué à collecter de l'information, que ce soit en termes d'effets secondaires ou d'efficacité, ce qui a permis de les commercialiser. La recherche clinique, elle est facilitée par des gens académiques, par des centres académiques forts et des gens qui sont motivés, qui veulent travailler en équipe. Donc, s'il n'y a pas quelque chose dans votre centre, il y a d'autres choses ailleurs, puis les gens s'échangent des patients pour la participation des protocoles. Et la possibilité de participer à une étude clinique devrait faire partie de chacune des étapes de la maladie. Évidemment, plus on s'approche de la maladie réfractaire, celle qui ne répond plus aux molécules, plus ça devient intéressant. Mais on peut également y penser un peu plus tôt dans la maladie pour justement garder une carte de plus dans son jeu et retarder le moment où les molécules seront moins disponibles. Et finalement, source de réflexion, rien n'est possible sans la participation de patients motivés qui vont s'engager pleinement, qui vont venir aux visites, qui vont faire les moines. On n'a pas le choix, il faut le faire. Et aussi grâce à la philanthropie, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas tout faire. Je pense que c'est à nous de se prendre en main et de supporter les différentes causes qui peuvent encourager la recherche. Alors là-dessus, je vais prendre vos questions, simplement pour mentionner que personne ne peut faire de la recherche tout seul. Il faut une équipe d'infirmières, de coordonnateurs, de registraires, d'assistants de recherche, mais surtout aussi des collègues qui sont motivés, qui veulent travailler en équipe et qui sont une ressource précieuse. Merci de votre attention. Et merci beaucoup, Dr. Roy. Cette présentation a été très, très, très enrichissante et intéressante. Donc oui, là, maintenant, c'est l'heure de notre période de questions. Tel que mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone questions-réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute. Donc, en raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que notre conférencier ne peut répondre qu'à des questions en lien avec la recherche et le myélome. Donc, j'avais une première question. En fait, je crois que vous y avez un petit peu, vous l'avez quand même abordé. Au niveau de où en est la recherche sur les traitements par les cellules CAR-T pour le myélome? Bon, en fait, il y a actuellement un engouement mondial pour les cellules CAR-T. Et actuellement, il y a plusieurs études qui sont en cours. Évidemment, les premières études ont été faites chez des patients qui étaient réfractaires à tout, c'est-à-dire aux molécules que j'ai mentionnées, bortezomib, carfezomib, lénaludomide, pomalidomide, daratumumab. Et les résultats ont démontré qu'on pouvait retomber en rémission complète, même si on était rendu finalement avec une maladie très avancée. Évidemment, la survie sans progression, c'est-à-dire le moment jusqu'à la prochaine rechute, actuellement est de l'ordre d'à peu près 9 mois, mais on a pris des patients qui étaient vraiment des patients pour lesquels il n'y avait pas d'autre option. Actuellement, il y a plusieurs études où on regarde des sous-types de patients, c'est-à-dire qu'on regarde des CAR-T en induction, on regarde des CAR-T en consolidation après l'autogreffe. Ces études-là sont en cours, on n'a pas encore les résultats. Mais il y aura chaque étape de la maladie, il y aura des CAR-T qui seront essayés pour tenter d'améliorer la survie. Donc, évidemment, il n'y en a pas des tonnes là, ici en ce moment, mais tout ça, ça dépend un petit peu là, des compagnies qui les mettent disponibles et puis de la capacité à faire ce genre de protocole-là. Mais c'est certainement la chose qui va le plus progresser au cours des 2 prochaines années. C'est très intéressant. Puis, il y avait plusieurs questions en lien au CAR-T, donc je crois que ça répond bien. Il y avait aussi une question au niveau de est-ce qu'il y a des nouveaux traitements qui arrivent bientôt, mais qui ne sont pas encore offerts dans les hôpitaux? Ça touche un peu ce que vous disiez au niveau des essais cliniques, tout ça. Donc, je ne sais pas si vous voulez compléter. En fait, je compléterais en disant qu'actuellement, les 2 grands secteurs de recherche, parce que les compagnies sont en train de travailler sur en fait plusieurs choses. Améliorer les combinaisons, c'est-à-dire qu'on sait que dans le myélome, c'est toujours mieux d'avoir des triplets, c'est-à-dire une combinaison de 3 médicaments qui agissent différemment, avec des mécanismes d'action différents, que d'avoir des doublets ou une seule molécule. Donc, actuellement, les compagnies essaient de faire différentes combinaisons, comme le pomalidomide, par exemple, avec
le daratumumab ou avec d'autres molécules de d'autres compagnies. Ça, c'est un premier schéma. Il y a évidemment des développements de créer des molécules plus puissantes, c'est-à-dire qu'on est en train de, dans la famille des imides, c'est-à-dire la famille du thalidomide, l'énalidomide et pomalidomide, on est en train de mettre au point un autre imide et qui est encore plus puissant, qui est en étude en ce moment et qui, je pense, va être approuvé assez rapidement éventuellement. Finalement, il y a les BiTE, donc les bispécifiques T-cell engager. Le BiTE, ça veut dire c'est l'acronyme pour ça. Donc, en fait, ça, les BiTE, c'est en fait un anticorps qui va aller coller, qui va avoir deux récepteurs, donc qui va faire en sorte que le lymphocyte T, qui va tuer la cellule de myélome, va pouvoir aller se coller directement sur la cellule de myélome. Et donc, ça se donne en externe avec des effets secondaires assez similaires, mais moins importants que dans les cellules de type CAR T-cell. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça demande moins de manipulation. C'est-à-dire que pour faire des CAR T-cells, il faut d'abord et avant tout collecter des cellules souches, des lymphocytes T, pardon. Il faut ensuite les envoyer à la compagnie qui va les modifier, il faut les renvoyer et puis il faut les donner. Il y a quand même certains effets secondaires qui peuvent être assez importants. Bref, c'est plus lourd. C'est plus lourd que les BiTE, c'est plus lent pour le processus. Ça demande plus de travail de la part de techniciens, etc. Donc, personnellement, moi, j'ai hâte de voir comment les BiTE vont s'implanter en clinique. Ce sont, à mon avis, ça, c'est ce qui s'en vient le plus près de nous. Ah, mais c'est très intéressant. Oui. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, ça va? Non, ça va. OK, donc merci beaucoup. Merci pour ces excellentes réponses et merci aux gens d'avoir posé ces questions. Je crois que vous devez nous quitter. Donc, en fait, je vous invite, si vous voulez rester quelques minutes. Est-ce que vous avez encore quelques minutes? Oui, en fait, OK, parfait. Peut-être 2 minutes. OK, parfait. Bien, en fait, je vais aller aux prochaines diapositives vers la fin, après la période de questions. Parfait. Donc, en fait, je prends juste quelques minutes pour vous inviter à notre prochain événement dans le cadre de l'événement sur le myélome, le 23 mars à 19 h. Prise en charge du myélome, diagnostic, traitement et effets secondaires, etc. Dans cette présentation, Dr. Émilie Lemieux-Blanchard, hématologue, oncologue, et Martine Cordeau, infirmière pivot en oncologie, toutes deux du CHUM, feront une présentation des informations à jour sur le diagnostic, les traitements et les effets secondaires dans le myélome. Visitez notre site internet cancerdu-sang.ca pour vous inscrire. Donc, prochaine diapo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou en composant le 1-833-222-4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Veuillez prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. C'est vraiment important pour nous. Donc, merci beaucoup et prenez bien soin de vous. À une prochaine présentation. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci.